Hey, bonjour tout le monde, bienvenue. Je vois déjà qu'il y a quelques personnes qui sont arrivées. On attend quand même plusieurs participants ce matin. C'est toujours, ce matin, il est déjà midi, hein? La journée commence de bonne heure, mais bon, fait que je suis bien contente de vous accueillir. On a déjà, bon, super. En fait, c'est ça, tout de suite ceux qui sont présents. J'aime toujours savoir qui est là. On a un chat que vous pouvez écrire, dans le fond, vos noms, vos commentaires, un petit salut, un petit coucou, que vous puissiez me dire ce que vous êtes bien attentif, que vous êtes là pour avoir un bon moment. En fait, vous êtes ici parce que, comme la plupart des parents, vous avez des préoccupations sur les dangers, puis sur quoi faire, puis comment sortir avec votre bébé l'été quand il fait chaud. C'est sûr que vous avez des questions sur les porte-bébés qui sont peut-être les plus adéquats, mais on a aussi plusieurs, je dis on parce que j'ai une petite surprise pour vous ce matin. Mais on veut vous parler des risques reliés à la chaleur, à l'exposition au soleil, puis aussi à quoi faire pour prévenir. Parce que c'est sûr que là, il fait chaud, il fait beau, c'est les vacances, on a envie de sortir et puis il faut sortir, il faut en profiter. Mais il y a des précautions à prendre, il y a des risques reliés à ça. Donc, ça va être ce matin le but, l'objectif de cette présentation-là, c'est d'en parler, c'est d'en discuter. Et puis pour ça, ben j'ai vraiment le plaisir, puis je suis super contente et excitée d'avoir une invitée que vous allez vraiment apprécier. On n'a pas n'importe qui ce matin. On a une infirmière qui est clinicienne en périnatalité, qui est consultante en allaitement, monitrice de portage et c'est la fondatrice de Symbiose. Je ne sais pas si vous connaissez Symbiose. Je vous donne ici, dans le fond, les informations. Et j'ai ici avec moi Marie-Ève Brouillette. Donc, Symbiose, vous irez voir le site Internet. Marie-Ève pourra vous en parler plus en détail, mais elle est ici ce matin pour enrichir cette présentation-là, pour être capable de vous donner les informations que vous avez besoin justement sur les risques reliés au soleil et à la chaleur. Et puis, dans le fond, vous donner les meilleurs conseils sur tous les sujets. Vraiment, j'ai eu une discussion avec Marie-Ève juste avant de vous voir ce matin. Puis, elle est super. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'avoir Marie-Ève ce matin. Donc, on va commencer justement tout de suite. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant la présentation, posez vos questions. Donc, dans le chat, vos commentaires et tout ça, je vois déjà qu'on a quelques commentaires. On a ici Vanessa qui est ici. Bon midi. Julie avec nous. On a Val. Hello, on a Jennifer aussi, donc n'hésitez pas, dites-nous un petit coucou. On a toutes les deux une petite vision sur le chat. On voit vos messages. On va essayer d'y répondre si on peut en direct. Sinon, soyez pas frustrés. Si on n'a pas le temps de répondre maintenant, on va essayer de garder du temps à la fin. Et après, on va demeurer disponible. Évidemment, on a nos courriels. Vous avez le courriel de Marie-Ève ici en bas, Info Symbiose. On va le partager aussi dans la description. Moi ici, ben c'est ça. Si pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Christine Duhem. En fait, je suis la fondatrice de Chimparu. Mère de 4 enfants, ergothérapeute aussi. Et puis, vous pouvez me rejoindre toujours à info@chimparu.ca. Vous allez trouver aussi mes références sur Facebook. Même chose pour Marie-Ève. Vous pouvez la rejoindre aussi sur Facebook. Mais on vous donnera tout ça à la fin. Fait n'hésitez pas, soyez avec nous. Et puis, posez vos questions. Donc, Marie-Ève, attends un petit peu, je vais me mettre en écran côte à côte. C'est la technologie. Puis, Marie-Ève va nous parler vraiment en fait, on va commencer avec les risques. Qu'est-ce que ça veut dire, là, les risques reliés à l'exposition au soleil et à la chaleur? On commence ça fort, hein? Bien, bonjour tout le monde, hein? Ravi d'être avec vous aujourd'hui en ce midi de journée ensoleillée, justement, du mois de juillet. Christine, elle l'a pas dit, mais on a un point en commun. Moi aussi, j'ai 4 enfants. Donc, soit qu'on a eu un coup de soleil sur la tête, puis on n'a pas eu de stop, ou on est juste tous les deux vraiment passionnés. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Alors, c'est ça. On va essayer, là, l'objectif, c'est pas de faire peur à personne. Hein? S'il y a bien quelqu'un qui aime simplifier la parentalité, c'est bien moi. Mais par contre, être bien informé pour mieux prévenir, c'est pas mal ça notre objectif. Alors, qui dit soleil dit, première chose qui vient en tête à tout le monde, c'est les fameux coups de soleil, les brûlures de la peau qui peuvent être causées par le soleil. Levez la main si vous avez déjà un enfant qui a eu un coup de soleil. C'est ça, ça nous arrive tout un petit peu. Donc, on va regarder ensemble un petit peu plus loin là, dans le live comment on peut prévenir un petit peu ces fameux coups de soleil-là, qu'on ait un bébé ou un plus jeune enfant. Qui dit aussi chaleur extrême, dit risque élevé de déshydratation.
Donc, deuxième petite menace pour nos cocos qui serait la déshydratation. Et en troisième lieu, je vais vous parler un petit peu du coup de chaleur, qui est un peu la complication finalement de la déshydratation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas vu les premiers signaux puis qu'on n'a pas nécessairement pris action pour améliorer un peu le confort de notre enfant, mais on peut se retrouver avec un coup de chaleur. Alors, si on regarde un petit peu là, au niveau des signes et symptômes de tout ça, ben si je vous parle d'une brûlure du soleil, ben là, c'est assez évident. Hein? La peau qui est rouge, la douleur, l'enfant qui s'en plaint. Il n'y a pas 36 millions de solutions. On retire l'exposition, on peut mettre des crèmes après soleil pour améliorer le confort de notre enfant et tout ça. Aujourd'hui, ce qu'on voulait surtout vous parler, c'était les deux autres sujets qui sont un petit peu plus importants, donc la déshydratation et le coup de chaleur. Qui dit déshydratation, souvent, ça va vite, il fait beau, on profite, mais sachez que les enfants, comme ils sont tout petits, hein, petit corps, petit volume de liquide, bien, on est 3 à 5 fois plus rapide en termes d'apparition des symptômes de déshydratation que chez un adulte. Pensez-y, 3 à 5 fois, c'est vraiment, vraiment plus rapide. On parle parfois, dans certaines situations, d'une quinzaine de minutes pour que l'enfant puisse avoir des symptômes. Donc, symptômes de déshydratation. C'est quoi les premières choses qui nous viennent en tête si notre enfant n'est pas bien hydraté? Bien, c'est les mêmes que vous. Hein? Des fois, on se dit « Ah, j'ai comme la bouche pâteuse, me semble que j'ai peut-être sauté une gorgée d'eau ou deux. » Fait que bouche pâteuse, c'est un premier symptôme. Chez un bébé, ça va se manifester par un désir de boire, que ce soit un biberon ou un sein plus souvent. Ensuite, on peut avoir mal à la tête. Encore là, chez l'enfant, un enfant qui s'exprime bien, qui est plus vieux, va vous le dire, j'ai mal à la tête, mais chez un bébé, ça pourrait passer par de l'irritabilité. Un changement de comportement. Ouais, un petit peu plus chigneux. Tu dis, ouais, coudonc, on dirait qu'il est comme irritable, qu'il n'y a rien qui passe, tout le dérange, mais ça peut être parce qu'il a mal à la tête. On pourrait avoir aussi, au niveau des premiers symptômes d'une déshydratation, une diminution des urines. On fait moins souvent pipi, puis notre pipi est plus concentré, plus jaune, plus odorant. Fait qu'on change la couche de notre bébé, soit qu'il n'y a pas eu de pipi, puis c'est pas dans ses habitudes, ou encore, justement, on a une odeur qui nous monte au nez, où on voit dans la couche. Ça sent fort. Ouais, c'est ça. Là, on se dit, oups, OK, il y a peut-être un petit quelque chose. Là, hein, tu sais, on regarde les pipis, mais si vous étiez dans la piscine avec votre enfant, il y a peut-être un pipi aussi qui a passé là, hein, fait qu'il faut y penser. C'est un peu dégueu quand on se le dit comme ça, mais si vous comptez un peu les pipis de votre bébé, il ne faut pas non plus se mettre en mode panique au premier pipi manquant. C'est comme l'ensemble qu'il est déjà fait quand même. C'est ça, il faut regarder l'ensemble de l'œuvre. Donc ça, c'est nos symptômes, là, les premiers qu'on va avoir avec de la déshydratation. Si on ne met rien en place, là, on risque de se retrouver avec ce qu'on appelle le coup de chaleur, qui va être un petit peu plus urgent en termes d'action. En fait, pour un peu expliquer c'est quoi un coup de chaleur, c'est quand la température interne du corps de vous, de votre enfant, dépasse le seuil de confort, fait qu'on prenne une température par la bouche ou rectale, là, on est autour de 39,5, 40, au-delà de ça, on est à risque d'un coup de chaleur. Quand notre enfant est malade puis fait de la fièvre, c'est un mécanisme de protection qui fait partie du combat de l'infection. Mais là, quand on parle d'un coup de chaleur, il n'y a pas nécessairement une infection en cours. Okay? Si on a une infection en cours, on est plus à risque, par exemple, de coup de chaleur, hein, vous comprenez? Mais si je n'ai pas d'infection en cours puis que ma température, elle commence à monter, puis là, mon corps, il met plein de choses en place. De la transpiration, une respiration plus rapide, on retient un petit peu plus notre pipi. Mais puis que là, malgré tout ça, notre température continue de monter. C'est là qu'on va avoir des symptômes de signaux d'alerte qui vont apparaître. Et le coup de chaleur, bien, dans le pire des scénarios, ça peut bel et bien conduire à la mort. Fait qu'on ne prend pas ça si à la légère que ça. Ça augmente beaucoup aussi les risques de mort subite du nourrisson, puisque, évidemment, dans les deux cas, la conséquence extrême, bien, c'est un décès. Fait que c'est pour ça qu'on prend du temps avec vous pour prévenir ces choses-là. C'est quoi les symptômes? Hein? Parce que c'est ça que vous voulez savoir. Je veux savoir comment prévenir, mais je veux savoir comment le reconnaître. On veut voir ça venir. C'est ça. Arrête de me dire c'est quoi, puis dis-moi comment je peux le voir venir. Mais en fait, on va avoir évidemment les mêmes symptômes que dans un contexte de déshydratation, mais là, on va ajouter à ça. Il peut y avoir une diarrhée qui commence à apparaître. Il peut y avoir de la confusion. De la confusion chez l'adulte, facile à reconnaître, quoique des fois non.
mais on peut avoir chez le jeune enfant justement un changement de comportement où il dit pas les mots comme il disait d'habitude. Vous avez quasiment l'impression qu'il vient de prendre un accent. Les structures de phrases sont pas comme s'il était. Il y a de la misère à exprimer ce qu'il veut. C'est pas dans ses habitudes encore là. Je vous ramène toujours à de où on part. Chez le jeune bébé, cette confusion-là va être encore souvent plus interprétée comme de l'irritabilité ou encore de la somnolence. Donc ça, la somnolence, c'est un des premiers symptômes qu'il faut se méfier beaucoup. Hein? Les parents, on va se le dire, on aime ça quand ils dorment un petit peu. Des fois, on aime beaucoup ça même. Mais là, dans un contexte de chaleur extrême, votre enfant, il est couché dehors ou il est en portage. On pourra en parler plus tard, je veux dire, mais il faut être alerte. Un enfant qu'on a de la misère à réveiller, un enfant qui dort plus longtemps que ses habitudes, ben ça, c'est un signe là, qu'on est dans un coup de chaleur. Il reste amorphe, hein, même semi-éveillé, mais qui n'a pas d'énergie, il a l'air comme, c'est ça, amorphe. Là. Il n'y a pas le goût de rien faire. Si vous êtes au parc, il y a plein de beaux modules, mais il n'y a pas le goût d'y aller. Un mal-être généralisé, c'est un autre symptôme. Fait qu'encore là, un enfant plus vieux pourrait parler d'un mal de ventre. C'est pas nécessairement un mal de ventre, c'est plus qu'il se sent pas bien. Chez le bébé, irritabilité, pleurs. Donc, à surveiller. Évidemment, ben, chez l'adulte, on pourrait aussi avoir trouble de l'équilibre. Chez le jeune enfant aussi, on peut le voir à l'occasion. C'est notre enfant qui fait du quatre pattes ou même qui se déplace debout, tout à coup, on le trouve moins actif. Il se déplace pas comme d'habitude. Fait qu'on d'autres symptômes là, qu'on peut venir observer. Puis ben là, je veux faire comme une petite parenthèse parce que là, on parle aujourd'hui de prévenir chez vos enfants, vos bébés, ces conséquences-là. Mais vous, là, comme parents de ces enfants-là, c'est l'été, il fait beau. Souvent, on profite de la piscine, on a peut-être même de l'alcool en circulation. Mais si vous mettez toute votre énergie à prévenir pour eux, puis que vous mettez, vous, en oubli, bien, sachez que c'est vous qui êtes la personne responsable de ces enfants-là. Puis, on pourrait avoir dans nos symptômes une diminution de la capacité de concentration, perte d'équilibre, perte de force musculaire, des crampes aussi pour les adultes. Donc, si vous n'êtes pas bien, bien, vous n'allez pas être capable de bien prendre soin de vos bébés. Alors, ayez le réflexe, hein, on hydrate notre enfant, on va parler des mesures de précaution, là, mais ça sont valables. Prendre soin de nous aussi. Puis, tu sais, c'est ça, comme si on fait juste un petit parallèle, on dit on perd d'équilibre et tout ça, mais on a notre enfant dans les bras, notre enfant dans le portage, fait qu'on peut être à risque de chuter aussi. Alors, c'est toutes des choses à considérer. Donc, prenez soin de vous aussi. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions un petit peu là, sur les fameuses complications qu'on peut voir apparaître en lien avec la chaleur? Vous pouvez nous les écrire là, en commentaire. Oui, écrivez-nous si vous avez des questions à ce propos-là. Là, ça a l'air un peu dramatique pour commencer. Là, on parle des risques de bobos, puis ça fait peur un petit peu. Je pense qu'il faut prévenir. C'est surtout ça l'objectif ce matin. Puis ensuite, ben, ça va être de trouver des trucs. En fait, mais oui, là, on arrive pour prévenir ça. Parce que là, ça, c'est les signes. On ne veut pas que ça l'arrive. Si ça l'arrive, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est peut-être que, mettons, avant d'aller dans la prévention, là, si on voit apparaître des symptômes. Bien, c'est ça. Là, on parle pas de prévention, on parle de réaction. Réaction. On pense que notre enfant fait un coup de chaleur ou que notre enfant est déshydraté. Bien, étape 1, le retirer de la chaleur le plus rapidement possible. Donc, une pièce climatisée ou bien aérée, de la fraîcheur. Si on pense à un coup de chaleur, donc notre enfant, il est amorphe, il a perdu connaissance, il respire très vite, là, c'est une urgence médicale. C'est le 911, ça prend une ambulance, on n'y aise pas avec ça. Si on pense que notre enfant il est juste un petit peu déshydraté puis qu'il file un peu momoche, là, ça va être, on retire de la chaleur puis on hydrate l'enfant puis on reste à l'affût des signes de coups de chaleur qui peuvent apparaître. Souvent, on s'en sort bien, ils vont se remonter un petit peu, puis on va être capable de continuer notre journée. Mais d'autres fois, il va falloir aller consulter pour avoir une réhydratation. Hey, on a plusieurs questions, Marie-Ève. Oui, bon, super, on va aller lire ça. Est-ce que lorsque notre bébé est humide, poitrine ou nuque, ça veut dire que, dans le fond, il y a un coup de chaleur? Ça peut porter à confusion. C'est une bonne question, Mélissa. En fait, il faut faire attention à deux choses. Premièrement, si votre bébé transpire, OK? Quand on parle d'un bébé qui transpire en bas de 12 mois, normalement, les enfants transpirent pas vraiment. Fait que c'est un premier indice là, que son corps a trop chaud. Mais des fois, on les a dans les bras ou en portage, puis ils viennent tout trempes, mais c'est notre sueur qui est sur leur corps. Fait qu'il faut quand même faire attention que la source de l'humidité est bel et bien celle du bébé.
C'est pas nécessairement une indication de coup de chaleur ou de déshydratation, mais c'est un indice que le corps de votre bébé a chaud. Ah, chaud. C'est ça. Exactement. Fait qu'on va faire quand même les manœuvres on va faire attention justement à essayer de réduire sa température. Donc, si on voit qu'il y a des signes qu'il y a trop chaud, on serait dans la prévention. On serait dans la prévention. Ce qu'on va, on va parler dans quelques secondes. Sinon, on a pour un bébé de Caroline qui nous pose pour un bébé de 2 mois et demi, seule chose à faire, c'est le faire boire plus lorsqu'on est à un long moment dehors. En fait, oui, c'est ce qu'on va parler. Là, on va parler de ce qui serait à faire pour prévenir la déshydratation. Dans le fond, boire, je pense que c'est justement un des premiers points en haut de notre liste. Hein, c'est très important de rester hydraté. Donc, boire souvent aux 20-30 minutes, hein, Marie-Ève, que tu conseilles, toi. Puis boire. Mais il y en a plein d'autres. Hein? Tu sais, Caroline a dit une des seules choses qu'on peut faire. Mais non, Caroline, tu vas voir qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Exact. Oui. Fait que boire, c'est le numéro 1, super important. Fait que boire de l'eau, mais boire aussi des boissons qui ont des électrolytes. Dans le fond, on parlait des électrolytes. Vas-y, Marie-Ève. On va nuancer, là. Ben écoute, j'ai quasiment... Pas les boissons commerciales. C'est ça. On va mettre de côté un peu là, nos petites questions parce qu'à chaque, on va comme se mélanger avec action puis prévention. Puis je vous propose qu'on parle un peu de la prévention, puis ça va peut-être rendre les choses plus claires pour tout le monde. Parfait. Donc, Christine, tu viens de le dire, numéro 1 sur notre liste de prévention, c'est l'hydratation. Donc, si on parle d'un jeune bébé en bas de 6 mois, bien, on va avoir accès soit au sein, donc un bébé qui est allaité, on va l'allaiter à la demande, ou encore le bébé qui n'est pas allaité, qui est à la formule commerciale au biberon ou au lait maternel au biberon, on va donner beaucoup plus souvent accès au biberon. Allaité, le lait de maman va vraiment s'adapter en termes de composition en fonction de la température extérieure. C'est incroyable, mais oui, on analyse le lait, il n'est pas la même composition pour vraiment répondre aux besoins d'hydratation plus grands du bébé. Et la bonne nouvelle, c'est que plus on allaite, plus on a soif, plus nous aussi, comme maman, on va s'hydrater. Si on parle d'un bébé qui va recevoir des biberons, il faut y penser aussi parce que souvent, on ne veut pas gaspiller non plus, que ce soit le lait maternel ou la formule commerciale. Dans les deux cas, c'est précieux. Mais on a comme tendance à dire, il n'est pas dû encore pour son biberon ou il va gaspiller. Préparez des plus petits volumes de biberons, mais proposez-les plus souvent pour justement assurer une hydratation optimale. Si on est plus vieux que 6 mois, on peut commencer à donner un petit peu d'eau. Si notre bébé est toujours allaité, je vous conseille beaucoup plus les mises au sein que l'eau si maman est disponible. Si bébé est à la formule commerciale biberon, à ce moment-là, oui, on va pouvoir offrir en plus des biberons des volumes d'eau, que ce soit au biberon ouvert 360, c'est la formule qui fonctionne pour vous. Souvent, on a commencé l'introduction des solides, fait qu'on a commencé à offrir un petit peu des petites quantités d'eau à notre bébé, puis on va pouvoir le faire. Maintenant, les fameux liquides avec électrolytes, ça, c'est un mythe qui circule depuis plusieurs années, là, pour ne pas nommer le fameux Gatorade ou des choses commerciales comme ça. C'est pas nécessairement une bonne idée parce que souvent, ce qui est commercial va être riche en sucre. Donc, oui, on met quelques électrolytes, mais on va avoir un plus grand risque de donner plein de sucre concentré à notre enfant qui va amener une surexcitation puis plein d'autres symptômes aussi. Donc, on va plus aller vers rendre l'eau intéressante. Donc, il y avait entre autres de mettre de la glace dedans. Tu sais, des fois, pour les enfants, c'est un pur bonheur. Faire téter de la glace aussi. D'aller vers des fruits, des légumes qui vont être riches en eau. Ça va être intéressant. Ils vont amener des électrolytes aussi, ces légumes-là. Pour le jeune bébé qui a commencé son introduction des solides, on peut utiliser des filets alimentaires avec des aliments congelés. Fait qu'on on évite le risque d'étouffement de l'aliment congelé, mais en plus, on a l'effet bénéfique de fraîcheur puis d'hydratation. Donc ça peut être toutes des solutions qui vont être intéressantes. Pour vous, les adultes, vous pouvez pimper un petit peu votre eau avec l'ajout d'agrumes dans votre gourde, de fruits congelés aussi qui vont donner une saveur à votre eau sans nécessairement avoir tout le sucre qui vient avec. Et ne pas nécessairement tomber dans le piège de l'alcool. Oui, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas du tout en consommer, mais sachez que alcool égale déshydratation. Une molécule d'alcool prend la place de 2 molécules d'eau dans votre système. Hein? On fait souvent pipi quand on consomme de l'alcool, c'est pas pour rien. Donc, pas beaucoup d'alcool, favorisez plus tout ce qui est eau pour votre bien-être finalement. Dans le fond, on peut compléter avec une alimentation qui est très riche en eau. Là, quand, des fois, juste boire, on peut
essayer de manger des fruits qui sont très, très riches en eau, du melon, par exemple, c'est ça, des fraises, il y a, nommez-en, des légumes aussi comme des concombres, des poivrons. Fait que plein de légumes et de fruits frais qui sont riches en eau, qu'on peut mâchouiller. Fait que selon l'âge du bébé, justement, avec les filets alimentaires, comme Marie-Ève disait, c'est excellent, ou en purée. Il y a toujours plein de moyens de faire profiter à nos bébés des fruits et des légumes riches en eau aussi. Puis on peut faire des popsicles maison aussi avec les fruits, les purées. Fait qu'on peut s'amuser puis faire plein de belles choses pour assurer l'hydratation finalement. Puis cette hydratation-là, ben Christine l'a dit tout à l'heure, là, on veut essayer d'offrir à boire aux 20 à 30 minutes, peu importe l'âge de notre enfant. Donc ça veut dire que si notre bébé est en train de faire une sieste, là, je suis pas en train de vous dire de mettre un alarme, mais surtout, tu sais, si on l'a dans nos bras en portage, ils ont tendance à dormir plus longtemps. On va pas nécessairement laisser filer là, l'enfant pour 2-3 heures de sieste si on est à l'extérieur, OK? Si on est dans une chambre climatisée avec un ventilateur ou de l'air climatisé, c'est autre chose. Mais si on est à l'extérieur puis que l'enfant dort, ben oui, à un moment donné, il va falloir penser à le réveiller pour lui offrir une source d'hydratation, que ce soit le sein ou de l'eau, une bouteille, peu importe. Exact. Puis dans le porte-bébé, justement, quand il fait très chaud, il peut avoir tendance à dormir encore plus longtemps. C'est ce qu'on disait dans les symptômes, donc à faire attention. Fait que c'est sûr que, tu sais, on dit toujours, il n'y a pas de limite au portage, porter le plus, mais il faut faire attention quand même à ça, la chaleur. Donc peut-être, justement, quand il fait très, très, très chaud, on va essayer peut-être de limiter un petit peu les temps de portage puis de garder le bébé un petit peu plus au frais, là. Fait que faire des interventions, hydrater, donc le réveiller même s'il faut, parce que s'il pile pendant quelques heures à grande chaleur, c'est un peu inquiétant. Donc, il faut quand même le réveiller, peut-être, je sais pas ce que tu en penses, Marie-Ève, mais ne pas le laisser dormir pendant des heures à la grande chaleur, là, justement. Exactement, parce que tu sais, ça pourrait être tentant. Puis l'autre chose aussi, c'est que souvent, quand nos bébés sont plus irritables, ben Dieu sait qu'on va sortir notre outil de portage pour répondre à ce besoin-là. Fait que des fois, ben ça fonctionne tellement bien qu'on arrête de se questionner à pourquoi il était plus irritable ce matin. On l'a mis dedans, ça a fonctionné, c'est endormi. Il a dormi, il s'est endormi, puis il se réveille plus. C'est ça. Nous autres, on est là, on a chaud, on boit, on s'hydrate, on a du plaisir, on se protège, mais à un moment donné, il faut quand même continuer de penser que, OK, mais notre bébé qui est en portage, lui, il dort, mais c'est pas parce qu'il dort qu'il se déshydrate pas, loin de là. Exactement. Fait que, donc, l'hydratation reste le point numéro 1 en prévention, évidemment. Mais il y a aussi, en deuxième point, on pourrait dire, de regarder au niveau de la protection de la peau, protection de la tête. Donc, cet élément-là va se vouloir une prévention au niveau des brûlures, donc les coups de soleil, mais va aussi se vouloir une prévention au niveau des coups de chaleur. Hein. Si on réduit l'exposition directe des rayons UV sur notre corps, ben on réduit les risques d'augmentation de la température corporelle. Aussi. Donc, on sait que la tête et le cou sont vraiment les endroits les plus vulnérables où on est sensible à la chaleur. Exactement. Donc, tu sais, souvent, hein, d'emblée, on l'a vu faire ou on a fait un petit cours de secourisme, quelqu'un qui a un malaise, serviette au front, serviette à la nuque. Le cou, exactement. Pourquoi le front puis la nuque? Parce que c'est des zones, justement, qu'au niveau de la température interne, on va pouvoir avoir une action rapide. Donc, si on veut prévenir ça, ben on veut garder la nuque de notre enfant pas directement exposée aux rayons du soleil. Fait qu'on pourrait avoir un chapeau à col plus large ou encore, hein, on voit maintenant des chapeaux avec des protecteurs de nuque là, intégrés. Ils ont comme un petit pad en arrière. Donc, pensez à ça. Souvent, moi, couvrir la peau, hein, c'est ça, comme on disait, là. Faut essayer de couvrir la peau au maximum. Fait que le cou et la tête sont les endroits les plus sensibles, mais quand même, pensez à couvrir tous les bras, les jambes avec des chandails à manches longues. Fait que, tu sais, on peut parler un petit peu de vêtements, mais c'est ça, tu sais, on a tendance à y aller avec le bébé tout nu parce qu'il fait chaud. On a peur qu'il ait trop chaud, donc on le dénude, mais dans le fond, on l'expose encore plus. Fait que on trouve sur le marché des vêtements longs qui sont adaptés, qui protègent des rayons du soleil. Fait que les fibres naturelles sont toujours à prioriser, légers, des couleurs claires le plus possible. Fait que de couvrir la peau partout de tout le corps, hein, c'est ça comme on disait souvent dans les pays désertiques, là, vous allez observer des gens qui se promènent avec des vêtements très longs, des robes, des manches longues, puis il fait super chaud. Fait que c'est vraiment parce que c'est pour se protéger du soleil. Exactement. Puis tu sais, tu disais le bébé, souvent on va voir ça, hein, le bébé en couche dans la piscine, dans nos bras. Parce que bon, hein, on n'a pas besoin d'investir d'un maillot de bain, puis en plus enlever un maillot de bain mouillé à un bébé, quel cauchemar. Fait qu'on va le mettre juste en couche.
pour une petite saucette rapide de 5 minutes, il n'y a pas de problème. Mais si on veut passer un plus long moment, une vingtaine de minutes dans la piscine avec notre bébé, bien, les rayons UV du soleil, avec en plus l'eau qui va refléter ces rayons-là sur la partie supérieure de son corps, bien, on vient de le mettre encore plus à risque. Donc, il faut vraiment penser à adapter comment notre bébé il est vêtu, autant dans l'eau que dans notre activité de sortie. On veut des vêtements, comme tu disais, qui sont adaptés, pas nécessairement des vêtements qui vont être super chauds. En auto aussi, hein, des fois, penser aux vêtements, de pas trop habiller notre enfant. On a moins d'exposition aux rayons du soleil, mais on a plus de risques de chaleur. Fait que vraiment penser où est-ce qu'on s'en va, puis prévoir dans notre fameux sac à couche là, différentes choses pour pouvoir répondre là, finalement à la situation là, puis au confort de notre enfant. Puis, on pourrait parler rapidement des déplacements. On a les déplacements extérieurs, mais faites attention, si vous vous déplacez en voiture, c'est quand même important de se rappeler qu'en voiture, la température est toujours plus élevée aussi. Fait que même si vous gardez les fenêtres ouvertes, même s'il y a l'air climatisé, en fait, s'il y a l'air climatisé, c'est beaucoup mieux, mais il reste que c'est toujours très chaud. Fait qu'on recommande beaucoup d'arrêter souvent. Évidemment, en voiture, prenez des pauses, essayez justement pour hydrater bébé, pour l'allaiter, pour le sortir de sa coquille aussi d'auto, là, parce qu'il fait chaud dans la coquille. Et que Marie-Ève, tu pourrais en parler un petit peu là, justement de la prévention dans l'auto. Puis après ça, je vois le temps qui file. Hein. Nous autres, on a tellement de choses à vous dire. Ça fait déjà une demi-heure. Fait qu'on parlera un petit peu du portage et des déplacements, mais je pense que c'est important de parler de la voiture parce que tout le monde se déplace en voiture aussi. Ben, puis ça fait partie aussi du troisième élément que je voulais vous parler de la prévention, tu sais, l'environnement dans lequel on se trouve. Fait que justement, en auto, ben tu l'as bien dit, là, Christine, tu sais, s'arrêter souvent. Quand on s'arrête, on sort l'enfant de la coquille pour justement assurer une meilleure circulation, déplacer un peu son diaphragme, puis tout ça, ça va faire du bien à notre bébé. On part soleil pour pas qu'il y ait le soleil directement. Contre lui ou contre elle. De pas nécessairement aussi de jouer sur l'ajustement. Tu sais, on va jouer sur les vêtements, mais on va pas lousser, hein, rendre plus l'ajustement dans la coquille ou dans le siège de notre enfant. Des fois, ça serait tentant de dire il y a tellement chaud qu'on va lousser un peu, mais non, c'est pas une bonne idée. Fait que de vraiment penser à bien adapter tout ça. Bonne circulation d'air dans l'auto, primordial en tout temps. Autant pour nous que pour eux, finalement. Exactement. Si on change d'environnement, on sort de l'auto puis qu'on s'en va dehors, bien, on va s'assurer évidemment d'avoir des zones d'ombre. Qui dit ombre ne dit pas absence de risque de coup de soleil. Il faut quand même protéger notre peau, protéger la peau de nos enfants, de nos bébés avec de la crème. Mais qui dit ombre dit moins de risque de coup de chaleur. Donc, vraiment, on essaye ça. On essaye de pas non plus sortir quand que vraiment c'est des grosses chaleurs extrêmes dans les heures de pointe du soleil. Hein. Souvent, on va dire entre midi puis 4 heures d'essayer de rester plus à l'intérieur au frais, de faire nos sorties là, avant ou après ces heures-là. Qui dit aussi environnement physique, dit qu'est-ce qu'on fait comme activité? On est-tu parti en hiking, monter une montagne? Si oui, on va-tu être exposé au vent puis à de l'ombre ou au contraire, on est en train de faire des gros efforts physiques puis en plus, on a le soleil qui nous tape dessus. On va-tu faire une partie de volleyball? Est-ce que notre enfant, on s'en va jouer au mini-pot, mais au mini-pot, il n'y a pas d'ombre puis on est pendant 1h30 exposé au gros soleil. Fait que vraiment d'essayer d'analyser où est-ce que je m'en vais, quelle activité je m'en vais faire avec mon enfant. Et à quel moment de la journée, comme tu disais. Parce qu'on peut, si on veut faire des plus longues sorties à l'extérieur, exposées, on va essayer de choisir justement plus tôt le matin ou en fin de journée, où le soleil est beaucoup moins fort. C'est ça. C'est ce qui va nous permettre aussi de dire, bon, ben là, OK, on a dit qu'il fallait avoir les bons vêtements. J'analyse. Je m'en vais faire telle chose, j'en ai tel vêtement. Mais est-ce que j'ai besoin d'accessoires supplémentaires? Un fameux parasol. On a des petites tentes maintenant, hein, oui. J'avais des petites photos de produits, là, peut-être que vous connaissez. Là. On sait qu'on s'en va à la plage avec notre famille. On pourrait amener des petits produits comme ça pour justement aider nos bébés à être un petit peu plus protégés, là. Exactement. On fait ici des lunettes de soleil aussi, hein, on n'en a pas parlé, mais protection des rayons UV, la cornée est aussi à protéger, fait que de mettre des lunettes avec une protection UV dedans, ça peut être intéressant. Exactement. La fameuse crème. La crème, ben oui, on n'a pas parlé. La crème. Est-ce qu'on met de la crème à nos bébés? Marie-Ève, je pense que tu en connais un petit peu là-dessus, là. Conseille-nous.
Ouais, ça, c'est la question qui tue, hein. J'ai justement fait une publication sur la page de Symbiose par rapport à ça. Les recommandations ont changé un petit peu dernièrement, ce qui fait qu'on a un petit peu une confusion là qui existe présentement au niveau des professionnels de la santé. Alors, la crème solaire en bas de 6 mois n'est pas recommandée, mais n'est pas non plus un nom catégorique. Ça, c'est ce qui vient de changer. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il faut protéger la peau de notre bébé. Si on sait qu'on va l'exposer aux rayons du soleil, il faut la protéger. Si on ne sait pas avec des vêtements qu'on protège ou en étant à l'intérieur, bien, il faut s'assurer de mettre une crème solaire à ce moment-là, même s'il est en bas de 6 mois. La crème qu'on va utiliser, on va prioriser la crème qui est minérale. Donc, on parle plus d'une barrière physique qu'une barrière chimique. OK? Minérales, là, souvent, ils ont de l'oxyde de zinc. Plus on frotte, plus ça vient blanc. On a l'impression que notre bébé... Les crèmes blanches, bien opaques, là, ça cache le soleil. Ça cache, mais tu sais, notre bébé, il ressemble à un bonhomme de neige. On dirait vraiment que c'est Olaf dans la Reine des Neiges. Là. Tu te dis, ben voyons, tu sais, je frotte depuis 45 minutes, il est encore blanc. Crème minérale, protection, barrière physique. Par contre, si je n'ai pas accès à ce type de crème-là ou que je l'aime pas, bien, je peux quand même aller appliquer une crème. On va recommander 30 de FPS ou plus pour bien protéger la peau des bébés. On va essayer d'avoir une crème qui contient le moins d'agents de conservation, d'agents chimiques, les produits aérosols, par exemple. On va essayer de limiter ces utilisations-là parce que la peau de notre bébé de moins de 6 mois est plus à risque de réaction allergique à ces produits-là. Puis l'enfant a plus de risque aussi de téter les parties de son corps, donc d'avoir une absorption. Donc, c'est pas un nom catégorique. On essaye de prévenir autrement, mais si on a une exposition, vaut mieux quand même protéger la peau avec des bons produits. Puis, qui dit crème, dit application régulière tout au long de la journée. Donc, et après avoir été dans l'eau. Oui, c'est ça. Idéalement, là, tu sais, quand on la prépare, notre sortie, là, tu sais, qu'on dit on analyse qu'est-ce qu'on va faire comme activité, idéalement, on crème 30 minutes avant l'activité. Fait qu'avant d'embarquer tout le monde dans l'auto, on devrait commencer par une première couche de crème. Hein? Puis donnez donc l'exemple, mettez-en à vous aussi. Oui, c'est vrai ça. On a tendance à s'oublier, hein? Oui, mais faut y penser. Fait qu'on crème idéalement 30 minutes avant, puis après ça, ben, on va crémer, on dit environ aux 2 heures. Mais là, encore là, il faut faire preuve de jugement. Tu viens de nommer la piscine. Il y a des crèmes qui sont hydrophuges, puis ça va, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas, fait qu'il faut renouveler la crème. Notre enfant, il est en train de faire un petit match de soccer. Tu sais, il est tout cute, il a 5 ans, puis il court pendant 1 heure au soleil. On a du fun, mais concrètement, il va transpirer, puis il va peut-être falloir renouveler la crème immédiatement après la fin du match. Fait que, tu sais, vraiment de penser tous ces contextes-là pour renouveler la crème de façon très régulière sur toutes les zones qui sont exposées aux rayons UV. Je vois, ben c'est ça, on a une question. Pourquoi faut-il que les vêtements longs soient FPS lorsque bébé est au soleil? Bien, en fait, c'est parce qu'il y a certains tissus là, qui vont laisser passer les rayons du soleil, puis on pourrait littéralement avoir quand même un petit coup de soleil ou encore on pourrait avoir une chaleur trop grande avec certaines compositions de fibres. Fait que la fibre fait une différence. Il y a vraiment des fibres qui vont protéger mieux du soleil que d'autres. Oui. Puis de la chaleur aussi, qui vont respirer mieux, pas emprisonner les rayons qui vont rester comme pris, puis que la température va juste comme augmenter en flèche, finalement. Exactement. Merci Marie-Ève qui a posé la question, et Marie-Ève pour la réponse. On a quelques Marie-Ève dans nos participantes aussi. Ben oui, c'est ça. Hein? Puis là, finalement, mon dernier environnement que j'avais le goût de parler, parce que là, on a parlé de dehors, on a parlé de dans l'auto, mais en dedans, hein? Parce qu'on vit dans des maisons, théoriquement. Il fait chaud dans la maison aussi. Il fait chaud. Oui. On n'a pas tous accès à de l'air climatisé. Parfois, notre air climatisé, elle ne fournit pas. Hein? En période de canicule, ça peut arriver. Puis là, notre bébé, il dort où? Il est-tu dans le salon, dans un Moïse, avec une pièce qui est bien ventilée? Il est-tu dans sa chambre avec la porte fermée parce que dès qu'il y a un bruit, ça le réveille? Il est-tu dans notre chambre parentale? Tu sais, fait qu'il faut vraiment essayer de penser l'environnement de sommeil de notre bébé, l'adapter autant que possible. Choisir une pièce, sinon, qui est moins chaude que sa chambre, si sa chambre est trop chaude. Si on n'est pas capable de l'améliorer au niveau de la température, oui, changer de pièce. On l'a dit, plus de risque de mort subite du nourrisson quand il fait très chaud. Fait que s'assurer vraiment qu'il y a une belle circulation d'air. Fait que soit l'air climatisé, pas directement sur le corps de votre bébé, mais dans la maison pour tempérer. Soit une fan dans la chambre de votre bébé. On ne va pas nécessairement diriger le jet d'air directement vers votre bébé. On va plutôt s'assurer qu'il y a une circulation qui se fasse dans la chambre.
La fan, est-ce qu'elle est sécuritaire pour votre bébé? Les petits doigts, les petits ça, donc qu'il ne soit pas capable d'y avoir accès à partir de sa bassinette. Fait que c'est des détails à penser. On veut prévenir le coup de chaleur, mais on ne veut pas se ramasser avec une autre blessure non plus, là, évidemment. Donc, vraiment, d'aller regarder ça, penser à fermer les rideaux de la chambre de jour pour éviter que la chambre elle surchauffe durant la journée. Fait que vraiment d'essayer de aussi limiter les couvertures, les toutous, toutes ces choses-là dans l'environnement de sommeil de votre bébé. C'est pas le temps nécessairement d'avoir la grosse douillette là, dans les parents si vous faites du cododo. Fait que vraiment s'assurer qu'on a fraîcheur, ventilation dans l'environnement à l'intérieur aussi. Exactement. Donc, je pense qu'on a fait quand même un beau tour. Oui. Que probablement qu'on veut un petit peu parler des porte-bébés, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question-là. Je vous dirais, tu sais, sur le lot de questions de parents que je reçois, une des plus grandes préoccupations, c'est la chaleur. Parce qu'on le sait, juste d'avoir le bébé collé sur nous, même s'il fait pas chaud, souvent, la chaleur qu'on dégage, on a chaud. Et puis, il y a des parents qui se plaignent beaucoup de ça, qui ont plus de misère à tolérer la chaleur que d'autres. Donc, c'est quand même une question importante. Fait que, comme on disait, dans le fond, quand il fait très chaud, on va essayer de limiter les temps de portage. Fait qu'on va tous les conseils que vous avez reçus aujourd'hui, faut y penser quand on a le bébé dans le porte-bébé. Fait que les symptômes à surveiller et tout ça, la chaleur, c'est un danger dans le porte-bébé en tout temps aussi pour le bébé parce qu'on aussi, nous, on est des parents justement qui dégagent beaucoup de chaleur, qu'on est très, très chaud. On pourrait causer un coup de chaleur dans le fond à notre bébé aussi si on, tu sais, fait qu'il faut quand même faire attention et bien l'hydrater puis pas prolonger. Puis si vous voyez qu'il commence à être transpiré puis avoir des signes, bien, il y a trop chaud. Fait qu'il faut faire attention aussi à ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des moyens de portage qui sont plus chauds que d'autres. Donc, ça, c'est la question qu'on me pose souvent. Quel porte-bébé est-ce que je vais pouvoir utiliser dans les grandes chaleurs? C'est sûr que le porte-bébé ne va pas vous sauver de la chaleur, malheureusement. Le fait d'avoir votre bébé collé, on a chaud. Mais il y a quand même des porte-bébés qui sont moins chauds que d'autres. Donc, je peux vous en présenter quelques-uns. J'ai ici une présentation. Juste mettre ici à côté pour qu'on nous voit encore. Donc, juste comme rapidement, le tissu peut faire une différence. Le tissu qu'on utilise dans le porte-bébé peut avoir un impact sur la chaleur. On va favoriser les tissus de coton, en général, sont quand même très bien. Les tissus de fibres naturelles, il va y avoir du lin, du coton, mais on a aussi des tissus de maille très aérés qui laissent passer l'air, qui peuvent aussi aider à faire circuler l'air aussi avec le bébé. Fait que là, ici, on a comme par exemple le Métail Air, qui est un porte-bébé structuré. On a des porte-bébés structurés aussi qui vont être avec des dos de maille pour essayer de garder le bébé au frais. Ça, on en a justement pour tous les âges. Ça va aller de la naissance, mais on peut aussi porter des enfants plus grands avec des bambins aussi. Fait que, tu sais, il y a les tissus. Il y a la structure qui peut être moins invasive aussi d'un porte-bébé. Là, si on a un porte-bébé qui est très enveloppant, qui enveloppe beaucoup le corps, ça va être plus chaud. On va essayer de favoriser des porte-bébés qui vont être plus petits sur le corps, fait des bretelles plus fines, mais en même temps, tu sais, il faut y aller avec confort et chaleur. Fait que plus petit peut être un peu plus difficile à supporter pour la charge, mais peut être moins chaud. Mais aussi, on peut dégager les épaules en ayant des porte-bébés qui vont aller moins sur les bras. Là, ici, on a une écharpe tissée qui est portée plus sur les épaules. Souvent, avec les écharpes extensibles ou tout ça, pour le confort, on va être un peu plus habillé par le porte-bébé. Le tissu peut descendre un peu plus jusque vers les coudes, fait que ça va être plus chaud pour nous. Pour le bébé, là, il est couvert de 3 épaisseurs présentement, mais avec une écharpe tissée, on peut écarter les pans du tissu qui croisent et puis les mettre sur le côté. Donc, il y a juste une épaisseur de tissu qui va couvrir le dos du bébé. Donc, essayez de diminuer les couches qui vont couvrir le bébé. C'est quand même comme les vêtements, la même chose. On veut pas qu'il soit trop habillé, trop vêtu. Donc, un porte-bébé trop enveloppant va être un peu plus chaud. On va favoriser des couleurs qui sont plus claires aussi au soleil, évidemment, qui vont moins absorber la chaleur et qui vont rester un petit peu plus frais. Avec des couleurs légères. Fait que là, ici, on a encore une écharpe de portage. Ici, les porte-bébés, quand ils sont un petit peu plus vieux, naturellement, le bébé est chaud, il va vouloir dégager ses bras. Fait que le bébé, là, on a plutôt un grand là ici. Mais selon l'âge, justement, comme s'il tient bien son cou, son dos, bien, il va pouvoir sortir ses bras, être plus soutenu juste par les fesses, par le bas du dos. Là, j'ai un structuré ici, mais on peut le faire aussi avec des écharpes. Ici, dégager les épaules du porteur. Fait que des techniques de nouage peuvent aussi
nous permettent de dégager. Avec l'écharpe tissée, on a la polyvalence de pouvoir vraiment porter le porte-bébé comme on veut, donc de dégager plus le corps, de porter juste en bandoulière comme ça sous les épaules. Fait que ça, c'est pour comme parents, on est beaucoup plus au frais quand on porte de cette façon-là. La position aussi qu'on va mettre le bébé, là, on porte sur le dos, on peut porter sur le ventre, sur la hanche, mais quand il fait très, très chaud, c'est plus difficile de porter sur le ventre. Fait que c'est sûr qu'avec le tout petit nouveau-né, c'est sûr qu'on va porter plus là, donc on va limiter les temps de portage. Mais quand le bébé commence à tenir sa tête, son dos, on va les porter plus sur la hanche, sur le dos, ça va nous aider un petit peu au niveau de la chaleur. C'est mieux dans les grandes chaleurs de porter sur la hanche et sur le dos. Bon, mais ça, c'est juste une petite photo amusante de ce qu'on peut faire aussi avec un écharpe. Quand on a une écharpe en vacances, ça peut servir à plein de choses, à amuser les plus grands, à faire un petit lit aussi, un hamac, ça peut toujours être agréable et utile. Fait que ça, c'est des écharpes justement en mèche. Donc plus légères aussi pour l'été. La même chose, c'est l'écharpe aéro de Shimparu. On l'a, c'est ça, dans le fond, c'est encore la même chose. Et ici, ensuite, ben, c'est les ring slings qu'on va voir souvent aussi qui sont quand même assez légers, en tissu coton. C'est comme le coton est quand même bien pour la chaleur, absorbe l'humidité, puis reste quand même au frais. Donc, c'est quand même un porte-bébé qui se porte assez bien à la chaleur aussi. Et puis, on l'a aussi en mèche, la même chose que pour les écharpes. Donc, la mèche, l'avantage aussi, c'est que ça se mouille facilement. En fait, ça reste pas, ça garde pas l'eau. Donc, ça sèche aussi rapidement. Fait que ça fait des bons porte-bébés pour aller jouer dans l'eau. Parce que c'est sûr, comme il fait chaud, donc, on va avoir envie de se rafraîchir. Donc, ça peut être bien d'avoir un porte-bébé là, qui va aller sous l'eau. Fait que, tu sais, c'est sûr que comme les activités là, avec le bébé quand il fait chaud, on va essayer ben, c'est sûr que les activités d'eau, les jeux d'eau, c'est super bien. La piscine, il faut faire attention, mais il y a des petites piscines adaptées pour les nouveau-nés, là, de les couvrir, comme on disait, sous une tente pour qu'ils puissent s'amuser aussi. Mais encore, comme on disait, oui, il y a des tentes qui sont à protection UV, mais il faut toujours quand même faire attention et bien protéger puis diminuer les temps d'exposition. Fait que sortir, aller à la montagne, comme on disait, c'est sûr que c'est bien, mais essayer de choisir des heures plus le matin, plus le soir, d'éviter d'être en plein soleil sur les heures de pointe entre 11 heures et 4 heures environ, pas trop longtemps. Apporter tout l'essentiel qu'il faut avec vous. Là, je fais un petit récapitulatif dans le fond de ce qu'on a dit en même temps. Christine, je regardais les photos que tu nous as montrées, là, puis moi, il me venait juste une chose en tête. Tu sais, allaiter en portage, c'est tellement facile. Pouvoir offrir à boire à notre enfant quand il est en portage, tu sais, contre nous, super facile. Par contre, ce qu'on voudrait pas faire, c'est recouvrir. Hein? Tu sais, quand on allait en public, il y a des personnes qui sont plus gênées puis qui vont se cacher ou encore cacher notre enfant qui serait dans une poussette ou dans la coquille d'auto. On veut les cacher du rayon, mais en ce moment-là, on vient de créer justement un effet de serre. Une enveloppe de chaleur. Mais en portage, comme on le dit, hein, pour la sécurité en portage, avoir un visuel sur le visage de notre enfant en tout temps, ben allaiter avec un outil de portage, moi, je trouve que c'est tellement facilitant. Exact. On peut allaiter facilement toutes les 20-30 minutes. Exact. On est en plein festival, on s'amuse, on a du plaisir. Mise au sein, on remonte notre bébé, on continue notre festival. Nouvelle mise au sein, changement de sein, on descend bébé, on le remonte. Il n'a même pas encore sorti quasiment de son écharpe, mais il a été hydraté, bougé. On s'est assuré de sa sécurité. Fait que moi, je trouve que c'est ça rend le quotidien tellement plus facile. Exact. En fait, c'est bien, merci d'en avoir parlé parce que oui, justement, on n'arrête pas de dire faut hydrater beaucoup, allaiter plus. Le lait s'adapte, comme tu disais aussi. Donc, faut pas hésiter à le donner plus souvent. Puis dans le portage, c'est super facile. Puis le bébé nous le dit, il a soif, puis il le manifeste généralement quand même assez bruyamment quand on le laisse aller. Mais pas tout le temps quand ils sont en coup de chaleur ou en début de déshydratation, ils vont être plus amorphes, fait qu'il faut y penser. Oui, en effet, tu as tout à fait raison. En tout cas, je suis vraiment contente, Marie-Ève, de t'avoir eu ce matin. Là. Moi, tu m'as appris des choses aussi. Je te dirais, Marie-Ève, elle est super active. C'est vraiment une très belle référence. Si vous avez des questions, là, allez visiter sa page Facebook. Comme Marie-Ève, elle fait des capsules informatives sur plein de sujets, en fait, presque tout ce qui vous concerne, ce qui vous préoccupe. Donc, c'est vraiment une belle source d'informations. Fait que vous avez en bas, là, sur ma bannière, encore le site Internet de Symbiose, ses informations, numéro de téléphone, courriel. Allez voir sa page Facebook aussi pour voir ses capsules. C'est très intéressant.
Wow, merci. Est-ce qu'on a des questions qu'on n'a pas répondues dans nos commentaires? Alors, on a beaucoup de questions. Fait que oui, évidemment, il y en a sûrement qu'on n'a pas répondu. On va regarder ça un petit peu. Oui, il y en a qu'on a déjà répondu. Je les lis rapidement pour pas toutes vous les lire. Moi, j'en envoie une ici là, de Alexandra. Alexandra qui nous écrit que faire si bébé refuse le sein et reste somnolent? Oui. Mais ça fait partie des symptômes d'un coup de chaleur. On n'est plus sur la déshydratation, là, on est rendu en coup de chaleur. J'ai retiré mon bébé du milieu de chaleur, mais il reste somnolent. J'arrive pas à l'hydrater parce qu'il refuse d'être hydraté. Ben là, oui, il faut aller consulter. Absolument. Oui, ça peut être vraiment un signe de coup de chaleur. Oui, donc, on déshabille un petit peu notre bébé, une petite serviette froide au niveau de la nuque, une petite serviette froide au niveau des bras, pas de la glace, là, hein, froide, un petit tiède froide, là. On veut pas non plus un choc thermique, là. Mais si on voit que malgré tout ça, là, on a sorti notre bébé de l'outil de portage ou de la poussette ou de l'auto, il réagit toujours on l'a déshabillé un petit peu, on a changé une couche, il réagit pas bien, il réagit pas assez pour bien s'hydrater, ben là, oui, c'est un motif de consultation. Oui, très bonne question. À l'ombre, est-ce que le bébé doit être habillé long aussi? Je pense que Marie-Ève avait répondu à cette question-là. Oui, que les rayons UV sont quand même présents. L'ombre, on va avoir souvent moins de chaleur, fait que moins de risque de coups de chaleur, mais les coups de soleil, eux autres, on est quand même à risque, même quand notre enfant se trouve à être à l'ombre. Fait qu'il faut adapter les vêtements ou assurer une bonne protection avec de la crème. Exactement. Fait que mettre des vêtements longs, oui, c'est adéquat. Oui. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Est-ce que les tentes UV peuvent créer un effet de serre? J'ai marqué que c'était très chaud dans la tente pour un jeune enfant. Oui, en effet, ça pourrait. Fait que surveiller si elle est plein soleil et puis que, tu sais, c'est fermé. Oui, ça peut créer un effet de serre. Fait que c'est sûr que des bonnes tentes vont avoir une bonne aération aussi. Fait que c'est ça qui va être important dans le choix de la tente de protectrice. Il y en a plusieurs qualités. Fait que surveiller l'aération parce que oui, l'effet de serre peut être un problème. Puis il existe aussi des tentes sur le marché qui ne sont pas nécessairement conçues pour la protection UV. Rappelez-vous là, vos chaudes journées d'été dans une petite tente dans le fond de la cour. Là, une tente de camping, ce n'est pas conçu pour prévenir les coups de chaleur, loin de là. Fait que c'est pas nécessairement parce que c'est une tente que c'est adapté. Même chose pour un parasol, il respire plus, mais il nous met à l'ombre, mais la tente devrait avoir le même objectif. Donc, que ça respire bien puis qu'il y ait une protection. Protection. On va prendre une dernière question. On a en fait, quelles sont les contre-indications ou les indications pour la piscine, la baignade du nouveau-né? Je trouve que c'est une bonne question. Vraiment. Merci, Flou, d'avoir posé la question, vraiment. Écoute, au niveau des contre-indications, il y a l'âge de l'enfant qu'il faut considérer. Donc, c'est sûr qu'un nouveau-né, de le baigner dans une eau qui va être plutôt froide, c'est pas une bonne idée parce qu'au niveau des changements de température, ça va demander quand même un grand effort. Chez un jeune bébé, donc qui a passé là, les 6 à 8 premières semaines de vie, mais à ce moment-là, on peut faire des petites courtes périodes là, dans la piscine avec nos enfants. Encore là, le risque, on a parlé à quel point ils peuvent avoir un coup de chaleur rapidement, mais ils peuvent aussi avoir un coup de froid rapidement. Donc, la température corporelle, c'est pas comme nous. Donc, il faut faire des courtes périodes. Encore, on en a parlé tantôt, mais assurer une bonne protection des rayons UV, que ce soit avec un maillot adapté ou une protection solaire adaptée. Au niveau des produits, aussi dans la piscine. Donc, si notre piscine, elle est au chlore ou même des fois, j'entends, ben non, moi, j'ai pas besoin, il est au sel. Ben non, ça reste des produits en quantité concentrée dans l'eau. Fait que de penser à rincer le corps de notre bébé avant de le mettre au sec tout de suite après la baignade pour prévenir les réactions cutanées, pour exacerber des eczémas chez certains bébés. Donc, de juste penser à bien rincer notre enfant au moment où est-ce qu'on le met au sec après la piscine. Puis, au niveau du portage, Christine, si tu veux compléter, piscine, portage, bébé. Oui, il y a des risques aussi. Il faut essayer de voir. Évidemment, on ne va pas recommander de se baigner dans une piscine avec un bébé en portage attaché. Vous comprenez qu'il y a quand même un risque de chuter aussi. Le bébé pourrait être immergé. Donc, il faut quand même être prudent à ce niveau-là. Donc, si vous rentrez dans une piscine avec votre bébé, détachez votre porte-bébé. Assurez-vous que justement, vous puissiez qu'il soit pas pris à l'intérieur du porte-bébé comme ça. Donc, il faut faire attention là-dedans. Même marcher, on va essayer de pas avoir de l'eau plus qu'aux genoux, justement pour risque de chute et tout ça dans l'eau.
qui pourrait arriver. Faites attention aux vagues. Ça peut être tentant d'aller se saucer dans la mer avec notre bébé dans le porte-bébé, mais les vagues pourraient vous surprendre. Et puis, j'en ai vu vraiment par expérience des mamans avec un porte-bébé qui se sont promenées pas loin, là, tu sais, on pense qu'on est correct, qu'on est à l'abri, on a de l'eau aux chevilles, mais il y a une grosse vague qui arrive, puis ça soulève le bébé du porte-bébé, tout simplement. Alors, il faut quand même être prudent à ce niveau-là aussi. Absolument. Mais on peut utiliser notre porte-bébé pour aller se promener dans les jeux d'eau, suivre notre 2 ans pendant qu'on a notre 6 mois en portage, aller dans la douche avec notre bébé dans un portage en maille. Tu sais, il y a moyen de profiter de l'eau avec du portage puis que ça soit sécuritaire. Puis il y a moyen de profiter de l'eau avec notre bébé, même sans portage, puis que ça soit sécuritaire aussi quand même. J'espère que ça répond à vos questions. En tout cas, c'est ça. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Moi, je suis vraiment très contente de tout ce qui a été dispersé, des questions. Merci de la participation, tout le monde. Et Marie-Ève, vraiment, très belles interventions, beaux conseils. Un plaisir, un vrai plaisir. Faut qu'on remette ça, hein? Ça va me faire, ça va me faire plaisir. Il y a tellement de belles choses. Si jamais il y a des gens, justement, qui ont des sujets qui pourraient toucher mon expertise, là, que ce soit au niveau de l'allaitement, des soins infirmiers, puis qui veulent que je revienne avec toi, ça me ferait plaisir qu'on puisse référer l'expérience. Je manquerai pas de te rappeler, c'est ça. On a des sujets vraiment en commun là, qu'on a à partager, puis je pense que les gens l'ont apprécié. Hein? Je vois des remerciements. Merci à vous vraiment d'avoir été là. Vous êtes vraiment super. Donc, là, il arrive 1 heure, fait que on va vous laisser profiter de la belle journée. Fait que sortez, faites attention au soleil. Mais c'est un petit peu nuageux aujourd'hui, c'est pas si pire. Mais encore une fois, même s'il y a des nuages, il y a des rayons UV. Exactement. Fait que bonne été, profitez-en bien. Puis soyez rassurés aussi qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire pour prévenir. Bon, ben bye bye tout le monde!